600 millions de dollars posés sur la table. Mais la dignité d'un peuple a-t-elle un prix? Voilà une question qui résonne avec la force d'un tambour dans la nuit. Car derrière ce chiffre colossal, il y a 1000 histoires, 1000 cicatrices. Mais avant de plonger dans les méandres de cette offre inédite, arrêtons-nous un instant sur la scène. La Jamaïque propose au Burkina Faso une somme vertigineuse, censée effacer des siècles de blessures. Une offre inédite, 600 millions de dollars pour réparer l'histoire. Mais, à la stupeur générale, le président Ibrahim Traoré refuse net. Ce refus claque comme un coup de tonnerre. Car il ne s'agit pas seulement d'argent. Peut-on vraiment solder la mémoire d'un peuple, acheter son honneur, signer un chèque pour tourner la page de la souffrance collective? La question brûle. Accepter l'indemnisation, est-ce guérir ou se soumettre? Est-ce une réparation sincère ou une nouvelle forme de dépendance, subtile mais profonde? Chaque billet, chaque dollar, porte en lui un dilemme. Autonomie ou assistanat? Justice ou compromis? Le geste de Traoré remet tout en cause. Au-delà des chiffres, c'est la souveraineté qui se joue. Refuser, c'est risquer la pauvreté matérielle, mais préserver la richesse de l'âme nationale. Accepter, c'est peut-être perdre une part de soi, au nom d'une réconciliation aux contours flous. Ce bras de fer diplomatique dévoile une tension universelle. Faut-il vendre sa liberté pour survivre? L'Afrique peut-elle exiger autre chose que des excuses tarifées? Peut-elle imposer ses propres règles, redéfinir le respect et la solidarité sur la scène mondiale? La décision du Burkina Faso bouleverse l'ordre établi. Et si, derrière cette négociation, se jouait bien plus que de l'argent? Une nouvelle ère, où la dignité ne s'achète plus. Mais ce refus ne se limite pas à un simple geste politique. Il ouvre une fracture, réveille espoir et tension au sein du pays. Derrière les projecteurs, une histoire familière se répète. Des fonds proposés pour réparer les blessures du passé, mais à quel prix réel? Depuis des générations, la question des réparations coloniales hante la scène internationale. Trop souvent, ces indemnisations se présentent sous forme de prêts déguisés, d'aides assorties de conditions ou d'accords qui masquent de nouvelles obligations. L'argent circule, mais rarement il atteint le cœur des sociétés en quête de justice. La plupart des sommes restent prisonnières des circuits institutionnels, diluées par les frais, détournées de leur objectif initial. À chaque sommet mondial, la rhétorique est rodée. Solidarité, développement, accompagnement. Mais derrière ces promesses, une vérité tenace demeure. L'aide entretient la dépendance, fige l'équilibre des forces et renforce l'influence des donateurs sur les États qui reçoivent. Pour le Burkina Faso, comme pour tant d'autres, accepter une indemnisation, cette fois 600 millions de dollars offerts par la Jamaïque, dépasse l'encaissement d'un chèque. C'est accepter une logique, une place assignée dans la hiérarchie globale. Au fil des années, les annonces de réparation se sont multipliées. 12 initiatives ici, 23 pactes là, mais la transformation promise reste un mirage. À chaque versement, une nouvelle ligne invisible de dépendance se dessine, reconfigurant les frontières de la souveraineté. Prenons le cas historique de Haïti, pays pionnier de la décolonisation. Après son indépendance, la France lui impose le paiement d'une indemnité colossale pour compenser la perte de ses colons. Cette dette, contractée au XIXe siècle, a étranglé l'économie haïtienne pendant plus d'un siècle. L'argent versé n'a pas créé de justice. Au contraire, il a prolongé la domination, transformant l'indépendance en mirage économique. Dans un registre différent, lorsque l'Allemagne a versé des compensations à Israël dans les années 50, le geste a suscité un débat profond. L'argent pouvait-il effacer l'atrocité de la Shoah? Pour beaucoup, accepter l'indemnisation n'était qu'un premier pas, symbolique, mais insuffisant à refermer la blessure morale. Face à ce constat, le Burkina Faso a entamé une lente marche vers l'autonomie budgétaire. Financer ses besoins, sortir du cercle vicieux de l'aide conditionnelle. La route est incertaine, mais elle signale une volonté farouche de rompre avec la passivité et la soumission. Refuser la compensation, c'est aussi choisir de construire, patiemment, une souveraineté authentique. Le pari est risqué. Accepter l'argent, c'est risquer de prolonger la tutelle,
d'enraciner la dépendance. Refuser, c'est se priver de ressources immédiates, s'exposer à l'isolement international, mais aussi ouvrir la voie à une réflexion inédite sur la dignité et le sens véritable de la souveraineté. Dans ce jeu de regard, la décision d'Ibrahim Traoré n'est pas une simple posture d'orgueil. Elle bouscule l'ordre établi, réaffirme la fierté nationale et rappelle que certaines blessures ne guérissent pas avec des chiffres, mais avec des actes et des choix de principe. Ce refus dérange la grammaire habituelle de l'aide et annonce peut-être l'aube d'une ère nouvelle, où la solidarité ne rime plus avec tutelle. Mais ce refus n'a rien d'anodin. Il déclenche des réactions en chaîne, à la fois sur la scène africaine et au sein des institutions internationales. Accepter l'argent, c'est accepter l'histoire que raconte le donateur. Mais si l'on refuse, que se passe-t-il lorsque l'on décide que la mémoire d'un peuple ne s'achète pas? Lorsque Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, décline publiquement une indemnisation de 600 millions de dollars proposée par la Jamaïque, il ne vise pas Kingston. Son refus conteste la logique du marché moral, cette idée que la douleur collective pourrait être tarifée, puis effacée. Jamais, dans l'histoire contemporaine, un chef d'État africain n'avait opposé une telle fin de non-recevoir à une offre de réparation. Traoré rompt la grammaire du pouvoir postcolonial. Il refuse la place de bénéficiaire silencieux et affirme que la souveraineté ne s'échange pas. Ce geste déclenche un choc immédiat. À Accra, Bamako, Kinshasa, les débats s'enflamment. Faut-il accepter des excuses sonnantes et trébuchantes, au risque de perpétuer une dépendance masquée? Ou bien, comme Traoré, risquer le manque pour préserver la dignité? Deux visions s'affrontent. L'une, pragmatique, défend l'acceptation. Cet argent, même lourd d'histoire, pourrait bâtir des écoles, sauver des vies. L'autre, inspiré par Traoré, affirme que la réparation ne se limite pas à un transfert de fonds et qu'aucune somme ne paiera la mémoire des peuples. Dans les Caraïbes aussi, le refus secoue les certitudes. À Kingston, la jeunesse s'interroge. Donner suffit-il à réparer? Cette question, d'abord diplomatique, devient intime, identitaire. Pourtant, Traoré ne rejette pas la solidarité. Il exige une réciprocité d'égal à égal, sans dette morale, sans hiérarchie cachée. Ce point de rupture n'est pas que symbolique. Il fragilise les codes de l'aide internationale, bouleverse l'automatisme de la bienveillance, brise le cycle de la victimisation. Dire non, c'est exposer son peuple à la critique, à l'isolement, mais aussi ouvrir la voie à une autre narration, plus fière, plus libre. À Ouagadougou, le refus est salué comme un acte de bravoure. Ailleurs, il suscite incompréhension, voire colère. Pour beaucoup, il marque un tournant. La dignité nationale redevient une frontière sacrée. Aujourd'hui, la voix du Burkina Faso porte plus loin que jamais. Mais ce refus n'est qu'un début. Très vite, les conséquences concrètes se font sentir, et l'équilibre régional vacille. Un simple « non » peut-il vraiment bouleverser la carte morale du monde? L'image d'Ibrahim Traoré, refusant publiquement une indemnisation de 600 millions de dollars offerte par la Jamaïque, traverse les frontières comme une onde de choc. Ce geste n'est pas qu'un refus. Il frappe les consciences et interroge la valeur réelle de la solidarité et des réparations. À Accra, Bamako, Kinshasa, Port-au-Prince, la nouvelle se propage. D'autres gouvernements africains commencent à questionner la logique de l'aide et le prix de leur dignité. Désormais, la question n'est plus « combien accepter ?», mais « à quel prix accepter que notre histoire soit réduite à une transaction ?» La diaspora s'enflamme elle aussi. Sur les réseaux sociaux, dans les universités, les cafés, une vague d'introspection et de fierté gagne du terrain. Poètes et rappeurs célèbrent ce choix, des étudiants débattent de sa portée. Beaucoup y voient une invitation à réécrire le lien avec le continent, à refuser l'histoire dictée par le chantage financier. Les institutions régionales s'emparent du sujet. L'Union africaine, la CEDEAO et la CARICOM ouvrent des discussions inédites. Et si la coopération reposait sur l'égalité, l'échange de savoir, la mise en commun des ressources, et non plus sur la dette ou la réparation monétaire? Des protocoles naissent, des commissions réinventent les modèles.
l'aide cède la place au partenariat. La jeunesse, les artistes, les penseurs investissent ce débat. Le refus du chèque jamaïcain devient un motif de création, une inspiration neuve. Des festivals explorent la thématique de la dignité, des romans et des films interrogent la valeur réelle d'une excuse ou d'une aide. Le débat quitte les chancelleries, s'invite dans les familles, anime les écoles et les plateaux télé. Pour la première fois, un partenariat sans conditions financières devient pensable. Certains dirigeants africains évoquent des alliances autour de l'éducation, de la santé ou de l'innovation, sans remboursement, sans hiérarchie cachée. L'horizon d'un monde où la dignité ne se négocie plus prend forme, fragile mais visible. Mais ce choix n'est pas sans péril. Dire non à la logique du marché moral, c'est affronter l'incompréhension, la marginalisation, voire les pressions économiques ou diplomatiques. Pourtant, ce risque redéfinit la solidarité. Non plus une dépendance consentie, mais une réciprocité assumée entre égaux. D'un refus est née une conversation inédite, un nouvel imaginaire collectif. Mais une question demeure. Comment transformer ce symbole en stratégie durable? Et surtout, comment chaque citoyen, chaque État, peut-il faire de ce non un levier d'action pour l'avenir? La réponse ne tient pas seulement dans les mots, mais dans les actes qui suivront. Car c'est à présent que tout commence. La véritable épreuve du refus, c'est ce que l'on en fait. Prenons un exemple concret. Au Rwanda, après le génocide, la priorité a été donnée non pas aux compensations financières, mais au processus de justice locale, les Gakaka. Les bourreaux et les victimes se sont retrouvés face à face, et le dialogue, la reconnaissance, ont été privilégiés à l'argent. Le Rwanda, aujourd'hui, affiche une stabilité et une croissance remarquables, issues de cette stratégie centrée sur la dignité et la reconstruction collective. Derrière le geste, une stratégie. La souveraineté n'est plus un simple slogan, c'est une discipline à forger, chaque jour, dans le réel. Refuser un chèque de 600 millions de dollars dépasse la posture. C'est l'acte inaugural d'une reconstruction que chaque peuple peut s'approprier. Mais comment transformer ce refus en projet collectif? Première étape. Nommer la dépendance. Regardez sans détour ce qui, dans nos économies, nos mentalités, nos habitudes, creuse la dette invisible envers l'extérieur. Par exemple, chaque fois que le Burkina Faso dépend de l'importation du riz ou du blé, au lieu de cultiver le mil ou le sorgho local, il creuse sa dépendance alimentaire. Deuxième étape, se réapproprier les ressources. Redécouvrir la terre, l'artisanat, l'intelligence locale. Valoriser l'origine avant d'idéaliser l'ailleurs. Une économie solide prend racine dans les champs, les ateliers, les écoles. À cet égard, le Ghana a lancé, au début du XXIe siècle, le fameux programme One District, One Factory, encourageant chaque district à développer une production industrielle locale. Résultat, des emplois créés, une dépendance amoindrie et une identité économique renforcée. Troisième étape, éveiller une conscience économique. Savoir que chaque choix de consommation, chaque importation, chaque filière, tisse ou défait la souveraineté. L'éducation devient centrale, à l'école, dans la rue, au sein de la culture et des médias. Un exemple pratique. Intégrer dans les programmes scolaires l'histoire économique locale, le rôle de la monnaie, la gestion des ressources naturelles. Au Sénégal, le mouvement Consommons local a permis à des milliers de jeunes de se tourner vers l'entrepreneuriat agricole, réduisant ainsi la fuite des capitaux et l'importation de produits alimentaires. Quatrième étape. Bâtir des alliances horizontales. Sortir du modèle vertical de l'aide pour privilégier l'échange d'égal à égal, entre voisins, entre nations du Sud, entre peuples qui refusent d'être définis par leur manque. On pense ici au pacte énergétique entre le Maroc, le Nigeria et le Burkina Faso, qui vise à développer un corridor gazier indépendant des grandes puissances extérieures. Cinquième étape. Redéfinir la dignité avec de nouveaux critères. Ne plus mesurer une nation à son PIB ou à l'aide reçue, mais à sa capacité à décider, à produire, à rêver ensemble. À Cuba, malgré des décennies d'embargo, la dignité s'est construite autour de l'accès gratuit à l'éducation et à la santé,
d'une culture de la résilience et de l'autonomie. Refuser le chèque, ce n'est pas ignorer le besoin. C'est refuser de le troquer contre une perte d'identité. C'est ouvrir un chantier à la fois économique et symbolique, où l'autonomie se construit et se prouve dans l'épreuve. Désormais, l'éducation, la culture et la production locale deviennent les piliers d'une souveraineté authentique. La liberté ne s'achète pas, elle se gagne, souvent dans la douleur, par des actes quotidiens, des efforts partagés. Mettre en pratique ces principes demande sacrifice, patience, courage, face à la tentation du gain immédiat. Mais la récompense est immense, voir naître un modèle autonome de développement, où chaque génération peut affirmer « Nous avons choisi ». Mais ce chemin n'est pas sans obstacle. Chaque victoire éveille des résistances, à l'intérieur comme à l'extérieur. Que se passe-t-il quand le choix collectif dérange l'ordre établi? Prenons l'exemple du boycott du coton burkinabé par certains marchés internationaux, suite à la décision du pays de privilégier la transformation locale du coton. Ce choix a entraîné, à court terme, une baisse des revenus, mais à long terme, il a permis l'émergence d'une filière textile nationale compétitive et créatrice d'emplois. La solidarité ne s'achète pas, elle se bâtit, morceau par morceau. Mais jusqu'où sommes-nous prêts à payer pour préserver notre liberté? Lorsque 600 millions de dollars ont franchi les océans depuis Kingston, Ibrahim Traoré n'a pas choisi la facilité. Il a refusé le chèque, optant pour la rigueur et l'incertitude. Ce n'est pas un simple geste politique, c'est une affirmation radicale. La dignité d'un peuple ne se négocie pas, ni en monnaie, ni en promesses. Dans un monde où l'aide conditionnée ressemble souvent à une main tendue, mais fermée sur ses propres intérêts, il a préféré le risque de l'isolement à la tentation d'une solution rapide. Dire non, c'est s'exposer à la critique, aux pressions, à l'incompréhension. Mais c'est surtout reprendre possession de son récit, refuser la réduction de l'histoire à une transaction. Ce refus n'est pas seulement le rejet d'une indemnisation. Il bouscule l'idée même de réparation monétaire. Ce n'est plus à la dépendance de dicter la marche du monde, mais à la réciprocité. Ici s'ouvre une brèche. L'égalité n'est plus une faveur, mais une exigence. Le choix de Traoré lance une question universelle. Il ne s'agit plus du seul destin du Burkina Faso, mais de tous ceux qui, un jour, devront décider, rester debout ou plier face à l'argent facile. Notre liberté se jauge à cette capacité de dire non, même quand tout semble pousser à accepter. Ce choix inspire autant qu'il inquiète. Se priver d'un soutien vital, est-ce de l'audace ou de l'inconscience? Peut-être est-ce la chance d'inventer une nouvelle solidarité, bâtie sur l'égalité et non sur la dette. Refuser, c'est refuser de troquer son avenir contre un arrangement de circonstances. C'est inscrire son nom parmi ceux qui osent réécrire les règles du jeu. La dignité collective se joue ici, dans le refus de céder à la facilité. Le courage de Traoré fissure les certitudes anciennes et ouvre un espace pour d'autres réponses, demain. Car la vraie réparation n'est pas un chiffre sur un compte en banque, mais une promesse d'avenir à partager, sans excuses tarifées. Refuser de se vendre, c'est rappeler que la souveraineté n'est pas un slogan, mais une ligne de front à tenir, ensemble. Rien n'est joué. Tout reste à écrire. Ce refus, et s'il n'était que le commencement? Mais pour que ce refus devienne l'étincelle d'un changement profond, il doit se traduire en actions concrètes, portées par l'ensemble de la société. Par exemple, sur le terrain éducatif, les universités du Burkina Faso pourraient lancer des chaires sur l'histoire africaine, la pensée décoloniale et l'économie souveraine. Ainsi, les jeunes générations seraient armées pour comprendre les enjeux et défendre leurs choix. Dans le secteur agricole, des coopératives villageoises pourraient être créées pour valoriser les produits locaux et réduire la dépendance vis-à-vis des importations. Chaque famille qui consomme du mil local plutôt que du riz importé pose un acte de souveraineté. Dans les médias, des campagnes de sensibilisation pourraient promouvoir la fierté nationale, raconter les succès des entrepreneurs locaux, valoriser les artistes et les penseurs burkinabés. Créer une identité forte, c'est résister à la tentation de se définir par le regard de l'autre. Sur le plan diplomatique,
le Burkina Faso peut proposer un sommet des pays africains refusant toute forme de compensation conditionnelle pour élaborer ensemble de nouveaux modèles de coopération. Pourquoi ne pas créer une charte de la dignité africaine posant des principes communs sur l'aide, la solidarité et la souveraineté? À l'échelle individuelle, chaque citoyen a un rôle à jouer. Acheter local, préférer les vêtements fabriqués par des artisans du pays, soutenir les start-up nationales, transmettre l'histoire familiale et collective aux enfants. Enfin, il est possible d'imaginer des scénarios prospectifs. Que se passerait-il si, dans 10 ans, plusieurs pays africains refusaient systématiquement les compensations monétaires? Peut-être verrions-nous l'émergence d'un axe sud-sud, fondé sur l'échange de savoir-faire, la mutualisation des ressources et la création d'une monnaie africaine indépendante. Imaginons alors un Burkina Faso florissant, où les écoles regorgent d'élèves formés à l'innovation locale, où les marchés vibrent au rythme des produits du terroir, où les universités rayonnent sur le continent, partenaires des plus grands centres de recherche du monde. Ce n'est pas une utopie, mais une ambition qui commence par un « non » courageux. Car dire non, ce n'est pas tourner le dos à l'aide ou à la solidarité, c'est ouvrir la porte à un autre récit, où la dignité précède la transaction. Le chemin sera long, semé d'embûches, marqué par des doutes et des tentations. Mais chaque pas compte, chaque décision prise en conscience rapproche le Burkina Faso et l'Afrique de ce rêve partagé, celui d'une souveraineté choisie, non imposée. L'histoire retiendra peut-être ce refus comme le point de départ d'une révolution silencieuse. Une révolution qui ne fait pas la une des journaux, mais qui transforme la vie quotidienne, forge la confiance, redonne sens à la notion de peuple et de nation. En définitive, la dignité d'un peuple n'a pas de prix. Elle se construit dans l'épreuve, se transmet de génération en génération, s'affirme dans la capacité à dire non, mais aussi à inventer, chaque jour, de nouvelles façons d'être libre, ensemble. 600 millions de dollars. Un chiffre qui éblouit, mais qui ne suffit pas à acheter l'âme d'un peuple. Le refus du Burkina Faso n'est pas la fin d'une histoire, mais le commencement d'une ère nouvelle. Maintenant, il nous appartient, à tous,